Bonsoir à tous, c'est Tambour battant consacré au handicap vers l'entreprise inclusive. Alors Jean-Louis Ribes, vous êtes avec nous, vous êtes président de DSI, c'est Distribution Services Industriels, c'est une entreprise de 880 salariés, entreprise adaptée, on va voir ce que c'est qu'une entreprise adaptée, qui jette des passerelles entre l'université, le monde du handicap et le monde du travail. À côté, en face de vous, Serge Widawski. Serge Widawski, vous êtes directeur national du réseau d'entreprises APF. Alors APF, c'était autrefois l'association des paralysés de France. Maintenant, on dit APF, parce qu'il n'y a pas que des paralysés. APF France Handicap. APF France Handicap, c'est ça. On peut dire que vous construisez des stratégies à la fois économiques, sociales, environnementales, pour faire, au fond, une plateforme collaborative numérique aussi autour des entreprises et pour y associer des travailleurs handicapés. Enfin, Monsieur Cyril Guessot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union nationale des entreprises adaptées et c'est une entreprise très importante parce que je crois que vous avez plusieurs centaines de travailleurs dans cette entreprise. D'ailleurs, le monde des entreprises adaptées, c'est 35 000 hommes et femmes. Alors, Jean-Louis Ribes, qu'est-ce que c'est que les entreprises adaptées ? Alors, les entreprises adaptées, c'est d'abord une façon de répondre à l'emploi des personnes handicapées. C'est une structure qui a été mise en place par l'État pour répondre à un déficit d'emploi des personnes handicapées, éloigner durablement de l'emploi. Alors, c'est une structure tout à fait ordinaire, comme une entreprise ordinaire, dans laquelle on accueille normalement plus de 80% de salariés handicapés. Alors, Serge Widawski, les gens qui se présentent dans vos entreprises, c'est qui ? Alors, ce sont des gens qui ont un profil quand même assez particulier. Bien sûr, Jean-Louis vient de le dire, des personnes en situation de handicap majoritairement. Mais les profils sont quand même assez typiques. Ce sont des personnes qui ont en général plus de 47 ans. Parce qu'il faut savoir que le handicap, en général, 85% du handicap en France, malheureusement, est obtenu pendant l'âge adulte. Donc, l'âge 47 ans, ce sont des personnes qui viennent du monde ordinaire pour une grande partie et qui viennent suite à des problèmes de santé qui ne risquent pas de s'arranger avec le temps. Donc, quand on parle d'insertion, on va probablement en parler tout à l'heure, c'est très difficile de parler d'insertion dans ces conditions. Dernier point qui me paraît fondamental, c'est que ce sont des personnes qui, en termes d'employabilité, posent toute une série de problèmes. Parce que, par exemple, ils ont nécessairement des CV à trous. Ils ont eu des arrêts correspondant à des problèmes thérapeutiques ou autres. Et on sait très bien que des CV à trous, c'est difficile d'être employé. Caractéristique aussi, c'est le niveau de formation. Il faut savoir que le handicap en France, 80% des personnes en situation de handicap sont infra-bac. Un chiffre qui se compare à 56% des personnes dans le monde ordinaire qui sont en mode infra-bac. Donc, et vous avez une frange très très faible. Il y en a de moins en moins, puisqu'on dit maintenant que 80% de génération a le bac. Oui, mais malheureusement, pour le handicap, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, ne s'améliore pas. Les ratios restent très mauvais, c'est-à-dire qu'on récupère dans nos établissements des personnes qui n'ont aucun bagage technique, aucun bagage qui leur permette a priori de travailler. Cyril Guessot, là on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, vous êtes des entreprises qui embauchez donc 35 000 hommes et femmes, bravo, mais au fond est-ce que vous n'êtes pas à la tête de petits ghettos pour travailleurs handicapés ? Et est-ce que la grande question, ce n'est pas que les entreprises ordinaires satisfassent à la loi, c'est-à-dire embauchent et fassent travailler 6% de leurs travailleurs qui sont des handicapés, et embauchent des handicapés. Or, qu'est-ce qui se passe ? La loi, c'est dit 6%. La plupart des entreprises n'y satisfont pas, et elles préfèrent payer à l'État plutôt que d'avoir 6% de travailleurs handicapés. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un petit ghetto ? Alors, votre question renvoie à un enjeu de société. C'est bien plus complexe que ça. Jean-Louis Ribes l'a dit tout à l'heure, nous sommes des entreprises ordinaires. Donc, de ce fait-là, tous les salariés que l'on accueille et que l'on salarie dans les entreprises adaptées sont des salariés de droit commun. Concernant l'enjeu de société qui est face à nous aujourd'hui, avec plus de 500 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap, et vous l'avez dit, plus de 35 000 salariés en situation de handicap dans les entreprises adaptées. On voit bien que la réponse aujourd'hui, elle est insuffisante pour les 500 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap. Alors l'État voudrait qu'en 2022,
vous, les entreprises adaptées, vous fassiez travailler 80 000, c'est toujours des objectifs absolument dingues, 80 000 et non plus 35 000 travailleurs handicapés. C'est un objectif complètement utopique? Non, c'est un objectif réaliste, justement. Et pour comprendre l'enjeu de société, il faut comprendre ce qu'est le handicap. Parce que autour de ce véritable sujet d'enjeu de société, la problématique autour de la personne qui a une situation de handicap, c'est que parfois elle est entravée dans ces contextes de travail, puisque le handicap résulte d'une part d'un traumatisme, d'un trouble, d'une maladie ou d'un traumatisme, et d'autre part d'un contexte. Et ce contexte, soit il facilite, soit il entrave. Et dans la grande majorité des cas de notre société, qui est extrêmement normée, il entrave. Et les entreprises adaptées, qui ont une optique inclusive, travaillent ce contexte pour les rendre abordables. Donc tous les salariés en situation de handicap, même si les entreprises adaptées ont une mission sociale qui leur est conférée par la loi, de favoriser la réalisation du projet professionnel de la personne. La personne, quand elle est en entreprise adaptée, elle va se retrouver dans un contexte qui est complètement adapté à ses situations, à ses besoins singuliers. Et la difficulté qu'elle peut avoir parfois dans les autres entreprises qui sont très normées pour des raisons de compétitivité, pour des raisons de réponse aux besoins, à la satisfaction de ses clients, qui se comprend tout à fait, n'a pas la possibilité d'avoir ces capacités à se mouvoir et à s'adapter de manière agile aux personnes. Et donc c'est un jeu de société qui va bien plus loin que la notion d'entreprise adaptée ou de la notion d'entreprise classique. C'est finalement comment nous pouvons, nous, entreprises adaptées, contribuer et participer à l'effort de création de la société inclusive. Il s'agit de ça. Et cette société inclusive, justement, elle doit s'opposer à la notion d'exclusivité. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, il faut le reconnaître, nous sommes dans une société qui est quand même exclusive. Il faut être la bonne personne au bon endroit, au bon moment, le bon diplôme, être bien portant. Jean-Louis Ribes, cette question de société inclusive, c'est-à-dire une entreprise qui soit inclusive, en fait, on peut penser que la loi nouvelle que le gouvernement a fait adopter récemment a pour objectif d'essayer de faire que l'objectif 6% dans les entreprises ordinaires, excusez-moi d'appeler les autres ordinaires, soit effectivement atteint. Comment est-ce que vous pouvez contribuer à ça? On a vu que vous augmentez le nombre éventuellement de travailleurs handicapés que vous avez. Je rappelle d'ailleurs que c'est plus de 80%, je crois que c'est 83% de travailleurs handicapés qui travaillent dans vos entreprises. Mais pensons aux autres. Comment est-ce que vous pouvez peser sur le contexte des autres entreprises? La grande difficulté, c'est de démontrer que les personnes qui sont éloignées durablement de l'emploi ont un vrai rôle à jouer dans la société dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'ils aient une vraie reconnaissance de citoyens à part entière. Notre rôle à nous, entreprises adaptées, c'est de démontrer que ces personnes, lorsqu'on leur apporte toute une attention qui passe par de l'accompagnement, de la formation, de la qualification, de tutorat, elles savent devenir des personnes performantes. Ça veut dire que lorsque les personnes sont plutôt oubliées, délaissées, si on leur apporte tout cet encadrement qui est permis grâce à la législation de l'entreprise adaptée, on est sûr qu'au rendez-vous, nous avons de la performance professionnelle. Ce qu'on fait aujourd'hui dans nos entreprises, c'est de démontrer à tous nos clients que cette performance, elle est tout à fait possible et elle est au rendez-vous. Et ça donne envie à tous les autres, nos clients, mais aussi les salariés, les personnes handicapées qui sont délaissées durablement depuis longtemps. De satisfaire aux 6%. De satisfaire aussi pour ça, mais de leur donner envie aussi et de dire que pour eux, il y a un avenir parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'avenir pour eux. Et donc, c'est ça notre rôle. C'est un rôle de fond, c'est compliqué, mais je pense que tous qui sommes ici aujourd'hui, on s'y attelle et je pense dans quelques années, on aura raison. Est-ce que vous avez l'impression, Serge Widaski, que vous arrivez à convaincre les entreprises qui sont vos clients, les entreprises qui viennent voir là où vous travaillez, qu'un travailleur handicapé, ce n'est pas forcément un handicap pour l'entreprise? Alors, tout à fait. Je pense qu'on y arrive. Déjà, une réalité sociologique aussi dont il faut avoir conscience, c'est que le handicap, en général, il n'est pas visible. C'est-à-dire que dans 80% des cas, vous ne savez pas que vous avez en face de vous une personne handicapée. Et ça, on le dit rarement. Ce qu'il faut savoir, et c'est ça toute la difficulté du handicap, c'est qu'une personne en situation de handicap, elle est quelque part atypique dans son parcours, atypique dans sa façon parfois de se comporter, parce que parfois elle a été marginalisée depuis le début. On est tous atypiques. Hein. C'est vrai, on est tous atypiques. Mais quand vous voulez recruter quelqu'un et que vous
vous voulez absolument faire rentrer telle ou telle personne dans un profil donné. Eh bien, vous avez beaucoup de mal à mettre ces personnes qui sont atypiques dans le costume de ces personnes dont on croit chercher justement un rôle dans l'entreprise. Je crois que le rôle de l'entreprise, c'est justement de réussir à petit intégrer des personnes avec des profils atypiques. De nombreuses études montrent qu'une personne handicapée, par exemple, que vous allez positionner à l'accueil, va provoquer une efficacité, une rentabilité dans je dirais dans l'endroit où se trouve la personne, qui est nettement accrue par rapport à une situation, on va dire, plus classique. Pourquoi ? Tout simplement parce que la personne, souvent, parce qu'elle est là, parce qu'elle a été choisie pour ça, elle déborde d'énergie et de sympathie. Et puis les autres, quelque part, petit à petit, se sentent obligés de l'intégrer, de vouloir l'intégrer, et donc se crée une espèce de cohésion autour de la personne qui crée un effet très positif. Donc voilà, donc je pense que on convainc tout simplement parce que nos personnes qui travaillent avec nous sont en situation d'emploi, et en situation d'emploi, elles font tout pour justement montrer le côté positif de ce qu'elles peuvent apporter. Cyril Guessot, en travaillant le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait une logique d'ensemble. Évidemment, là, on parle de l'entreprise, adaptée ou pas, pour des travailleurs handicapés. Mais il y a une logique d'ensemble entre la formation des handicapés, parce que tout à l'heure, Widawski disait il y a des handicapés qui deviennent handicapés à n'importe quel âge. Bien sûr, je l'entends bien, mais il y en a qui sont aussi handicapés à la naissance. Donc, il y a un problème du handicap en général, d'adaptation de l'école, ensuite du passage de l'école à l'entreprise, et puis ensuite de la durée du travailleur handicapé dans l'entreprise. Parce qu'au bout d'un certain temps, surtout si les tâches sont répétitives, est-ce que le travailleur qui est handicapé dans une entreprise ne va pas se lasser plus vite que d'autres travailleurs ? Alors, votre question, c'est la vision un petit peu holistique. Il faut savoir que dans l'humanité, il y a 1 milliard d'êtres humains qui sont en situation de handicap dans le monde. C'est la plus grande minorité statistique de l'humanité. Et donc, ces situations de handicap qui sont vécues, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles rencontrent des obstacles. Et ces obstacles, il faut qu'on essaie de les faciliter. Donc il existe des entreprises adaptées, donc c'est le sujet de notre interview aujourd'hui, mais il existe beaucoup aussi de solutions. Et donc vous faites appel à la formation, qui est vraisemblablement un des enjeux majeurs pour la construction de la société inclusive, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que plus on formera précocement chaque acteur économique, chaque enfant, chaque adulte, chaque travailleur, justement à ces sujets-là, qui sont des sujets extrêmement prégnants, on arrivera à faire croître une société qui sera un ensemble commun de tous et un chez-soi pour tous. C'est-à-dire qui permettra à chacun d'avoir une place et d'être utile. Et donc ces formations-là, justement, ce que l'on essaye d'opérer à travers les entreprises adaptées et l'Union nationale des entreprises adaptées a essayé d'opérer justement à travers plusieurs OPCA, à travers plein de partenaires. Des partenaires comme des OPCA. Les OPCA, ce sont les organismes paritaires collecteurs agréés qui ont en charge de financer les efforts de formation pour l'ensemble des demandeurs d'emploi, des salariés. Et donc, avec ces organismes paritaires, on va générer justement des potentialités de récupérer de tout ce qu'on sait faire dans les entreprises adaptées, la manière dont on conçoit et dont on met en œuvre la formation pour qu'elle soit disséminée à toutes les entreprises, et notamment les entreprises classiques. Jean-Louis Ribes, je voudrais revenir sur la responsabilité de l'État. Il y a une loi qui affirme, loi du 5 février 2005 sur les personnes handicapées, qu'il s'agit de rendre effectifs les droits inscrits dans cette loi. Comment rendre effectifs les droits inscrits dans cette loi ? C'est-à-dire, il y a aussi d'ailleurs la Convention de l'ONU du 13 décembre 2006, qui chaque fois préconise qu'ils ont le droit à l'insertion scolaire des enfants handicapés, donc la majorité est privée de ce droit. On dit qu'ils ont le droit au travail, ils ont le droit à la reconnaissance, à la dignité. Tout ça, c'est des baratins. Parce qu'à côté de ça, comment est-ce qu'on fait vivre ces baratins ? J'ai regardé ce que donne l'État. Le financement public, 379 millions aujourd'hui pour l'insertion des handicapés. 500 entreprises adaptées. Pour les entreprises adaptées. Et on annonce 500 millions en 2022. Bon, c'est bien gentil, mais enfin, c'est des clopinettes. Donc la question qui se pose est la suivante. Quelle est la responsabilité de l'État dans l'insertion de ces travailleurs dans les entreprises ? Vous posez une question très difficile. Oui, alors justement.
la responsabilité, je crois qu'elle est commune, cette responsabilité. L'État fait avec ce qu'on lui donne, il y a des lois, vous savez que l'État ne fait pas tout, hein. Il y a deux chambres qui décident, il y a le plan de financement qui est voté tous les ans en septembre-octobre. Moi, je pense qu'il manque d'une prise de conscience générale surtout. Cyril disait tout à l'heure quelque chose qui est tout à fait vrai, c'est la préoccupation de la personne handicapée dès son plus jeune âge. C'est aussi, vous parliez tout à l'heure de la loi du 11 février 2005, la possibilité d'intégrer les enfants handicapés le plus tôt dans la scolarité. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous l'intégrez très tôt dans la scolarité, les enfants côtoient les enfants, les enfants handicapés. Vous voulez dire pas de classe particulière, mais intégrés dans la scolarité. Intégrés dans la scolarité ordinaire. tout à fait traditionnelle. D'accord. Parce qu'il ne faut pas créer de différence entre les uns et les autres. La grande difficulté que nous avons aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a cette chape de plomb, c'est que, si vous voulez, c'est le reflet, hein, vous savez, le miroir. On ne se retrouve pas dans la personne handicapée. Si on la fréquente, la personne handicapée, qu'on a grandi avec, il n'y a plus cette difficulté d'intégration. Notre vraie difficulté, c'est l'intégration. Si tout le monde décide que on fait un effort, non pas par les 500 millions, mais un effort dès la scolarité, ces 500 millions auront une efficience à la sortie beaucoup plus importante que si on s'en préoccupe au dernier moment. Est-ce que vous ne croyez pas que les changements, Serge Hidalski, c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre, qui sont intervenus récemment et qui disent que ces entreprises adaptées que vous représentez ici, au fond, doivent jouer un rôle dans la compréhension par l'ensemble de la société du rôle des handicapés pour au fond, faire fonctionner la société dans son ensemble, donc pour avoir un travail éventuellement en dehors de chez vous. Est-ce que cette nouvelle loi va vous rendre plus inventif pour trouver des plateformes, pour trouver des passerelles entre vos entreprises et les entreprises ordinaires ? Oui, il faut savoir que cette nouvelle loi résulte d'une concertation dans laquelle l'UNEA, l'APF, France Handicap et d'autres ont participé. Donc c'est quelque chose qu'on a souhaité. C'est quelque chose qu'on a voulu. On a voulu ouvrir le modèle des entreprises adaptées qui était peu connu et qui souffre aussi du fait que si vous regardez un peu les chiffres, il y a 500 000 personnes au chômage aujourd'hui et les entreprises adaptées, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 30-40 000 personnes. Donc c'est tout petit par rapport à la réalité du chômage. La concertation a permis de montrer à nos interlocuteurs de l'État que l'entreprise adaptée a un véritable rôle extrêmement vertueux dans la société pour intégrer les personnes en situation de handicap. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on fait un pari, tout le monde fait un pari en disant mais effectivement, on se rend compte que vous avez réussi à faire de la croissance, une croissance assez incroyable en 10 ans. Donc, profitons de tout ça pour, au travers d'un mouvement d'entraînement des entreprises adaptées, doublons la taille, parions que vous êtes capable en 4 ans de doubler la taille, avec un financement de l'État qui est moindre, c'est-à-dire sur un modèle dont on parlera probablement tout à l'heure, mais que nous avons souhaité. Nous avons souhaité tous ensemble. Donc oui, qu'est-ce qui fait la particularité majeure d'une entreprise adaptée par rapport à tout ce qui existe ? Jean-Louis Ribes et Cyril Guessot en ont parlé tout à l'heure, mais c'est l'accompagnement. L'accompagnement, c'est-à-dire que vous prenez une personne qui débarque, souvent d'une entreprise ordinaire, qui est donc inemployable pour plein de raisons de santé, raisons de santé en priorité. Vous allez l'accompagner en la formant, en lui donnant un nouveau métier, un métier qui va être adapté à sa nouvelle situation en quelque sorte. Et cet accompagnement-là permet d'inscrire dans la durabilité le travail, chose que ne peut pas tellement faire le monde de l'insertion, par exemple. L'insertion, vous n'avez pas tout ce côté accompagnement. Donc, les concertations qu'on a pu avoir, et Cyril Guessot s'en souvient bien, la particularité des entreprises adaptées, c'est qu'on accompagne les personnes jusqu'au bout, jusqu'à la quasi-certitude qu'elles vont pouvoir être en mesure de travailler de manière durable, et pas simplement... Durable, jusqu'à quand Jean-Louis Ribes, parce qu'il n'a pas répondu à ma question tout à l'heure, Cyril Guessot, durable jusqu'à quand ? C'est-à-dire que, est-ce que ces travaux-là, qui sont souvent des travaux pas suffisamment créatifs, disons, on ne s'en lasse pas au bout d'un certain temps, et les travailleurs handicapés, après 15 ans, 20 ans, ça produit moins. On peut pas laisser dire que dans les entreprises adaptées, il n'y a pas des travaux ou des activités qui sont à valeur ajoutée, ou à forte valeur ajoutée, ou à moyenne valeur ajoutée, comme dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, en France et même en Europe et dans le monde, il faut du travail pour tous. Et l'entreprise adaptée, elle n'est pas exclue de ça. Il y a dans nos entreprises du travail pour tous. Donc des travaux
à petite valeur ajoutée, à moyenne valeur ajoutée, à haute valeur ajoutée. Notre boulot à nous, c'est de voir comment on peut adapter nos candidats à ces différents travaux. Et donc, on aurait plutôt tendance à dire qu'on fait du recrutement inversé. On propose, on rencontre, on travaille sur les aptitudes et pas sur les compétences, puisqu'on le disait tout à l'heure, elles sont éloignées de l'emploi. Et là, on regarde ce qu'on peut faire avec eux. La grande différence, c'est qu'on se concentre essentiellement à la personne et on se rend compte que d'un travail à petite valeur ajoutée, on peut aller sur des activités à forte valeur ajoutée. Ce qu'on ne sait pas. Tout à l'heure, Serge disait qu'on était différents, mais moi je pense qu'on n'est pas vraiment différent du monde ordinaire, parce que le monde ordinaire aussi rencontre des difficultés sur l'emploi des personnes non handicapées, puisqu'il y a un taux de chômage très important. Pour les personnes infra-bac, on le disait tout à l'heure, on est exactement dans la même définition. On a les mêmes. Sauf que nous, et c'est là toute la vertu de l'entreprise adaptée, et grâce donc aux législateurs, on a le devoir de s'occuper de ces gens-là et d'y mettre les moyens. Et la différence, c'est que quand on y met les moyens, il faut beaucoup, je dirais, d'envie pour faire ça. Il faut même de l'amour, parce qu'il faut s'occuper d'eux, c'est compliqué. Mais quand vous le faites, vous avez des résultats formidables. Donc ça nous encourage pour dire qu'on peut passer à des activités moyennes, à des très fortes, et que globalement, quand on fait notre métier et qu'on travaille sur de la vraie GPEC, donc la gestion des carrières de nos salariés, on voit bien qu'ils peuvent passer d'une activité de petite valeur ajoutée à moyenne, voire forte valeur ajoutée. Ça, c'est notre boulot. Et si on ne le fait pas, c'est qu'on ne fait pas bien notre travail. Donc vous voulez dire qu'au fond, ils ont des carrières en progression comme n'importe quel salarié, il n'y a pas de lassitude particulière d'un travailleur handicapé, non. Monsieur Guessot? Non, effectivement, les parcours des personnes en situation de handicap qui sont, pour la grande majorité, en contrat à durée indéterminée, ont une carrière en fonction, comme ce que je disais tout à l'heure, de leur projet professionnel où on essaie de les aiguiller. Et on arrive, et c'est toute la magnifique, on va dire, générosité, et ce qui fait la force de l'entreprise adaptée, c'est qu'on va tailler les activités sur mesure. Quand je vous parlais de normes, pour deux personnes qui vont essayer de travailler avec les mêmes compétences dans deux environnements différents, l'entreprise adaptée va faire en sorte de s'élever contre l'emprise excessive des normes qui exclut ces personnes-là. Et c'est là où on va moduler et on va faire de l'équité dans les entreprises adaptées. Quand vous disiez tout à l'heure, et je me permets de revenir sur ça par rapport à ce qui était et ce qu'on attendait de l'État, mais que dit la Convention des Nations Unies des droits des personnes handicapées, ratifiée par l'Union européenne, qui en a fait une stratégie 2010-2020, et ce qu'en dit la loi du 11 février 2005 en France, qui est une transposition de l'ensemble de ces directives, qui a été portée et instigée par Marianne Monchamp, qui est une excellente loi. Elle remet au centre la compensation. Ce qui est très important, c'est compenser. Et donc le rôle de l'État, c'est de trouver des moyens de compenser. Si quelque part la société est exclusive, si elle est extrêmement normée, dans ce cas-là, elle doit compenser. Monsieur Guessot, est-ce que vous croyez que l'État, je pense à la loi Elan, par rapport au logement, alors vous allez me dire, ce n'est pas le sujet, parce qu'on parle de l'entreprise. Mais enfin, il y a quand même une contradiction chez l'État. La loi Elan dit qu'au fond, il y a 10% des logements seulement maintenant qui doivent être adaptés. Avant, c'était 100% qui devaient être adaptés à des handicapés. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État envoie un message assez paradoxal par rapport au premier message qui consiste à dire « Allez, on fait travailler tous les handicapés, on augmente l'aide aux entreprises adaptées, etc. » Et puis à côté de ça, les nouveaux logements qu'on va construire, il y en aura seulement 10% qui seront adaptés pour les handicapés. L'État, vis-à-vis de ses concitoyens, doit répondre aux compensations qu'il nécessite chaque moment de la vie. Parce qu'on pourrait en parler, les situations de handicap, ici autour de cette table, on vous parlait des populations actives, mais nous avons des publics vieillissants, notamment dans les communes rurales. En plus pour qu'ils aient accès à tous les logements. Il faut qu'on trouve des moyens de compenser tous les besoins individuels. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les entreprises adaptées, c'est ce qu'elles s'évertuent à faire avec des systèmes compensatoires. Vous parliez de 370 millions d'euros, c'est une goutte d'eau dans les 46 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année par l'État auprès des personnes en situation de handicap, et que c'est un budget, une dépense de l'État croissante, mais qui fait appel à plein de budgets différents. C'est quand même l'une des premières solidarités nationales que de compenser les situations de handicap au niveau national et même international. Parce qu'en 2020, les projections de l'Union européenne, c'est 120 millions de personnes en situation de handicap en Europe. Ils étaient 80 millions en 2010. Donc notre société aussi crée
des mécanismes qui excluent et qui créent des situations de handicap nouvelles pour certaines. Des entreprises adaptées, il y en a partout en Europe. La troisième plus grande entreprise adaptée d'Europe, elle est à Saint-Sébastien, 6000 salariés. Elle a mis en place des systèmes de formation par réalité virtuelle, réalité augmentée, qui permettent à des personnes qui ont la nécessité d'avoir une compensation du fait du déficit de productivité qui a été très bien rapporté par Jean-Louis par rapport à l'accompagnement que l'on mène. Et le numérique et cette potentialité-là vient peut-être augmenter les potentiels de la personne de travail. Alors Ça, la question qui se pose, intéressant. c'est quand on a formé ces gens, et j'imagine donc effectivement la formation, ça marche. Est-ce qu'éventuellement, ils vont quitter vos entreprises adaptées pour aller, en tant qu'handicapés, vers une entreprise ordinaire, permettre à l'entreprise ordinaire d'avoir son 6% de travailleurs handicapés? Allez, franchement, Bilawski. Ben non. Ah non, bon. Non. Ah bah oui, D'abord, ça c'est un manque, hein, reconnaissez que c'est un manque. Oui et non. Ah bon. Oui et non, parce que je dirais que d'abord, c'est un choix, ça peut être un choix personnel. Il faut savoir que les personnes sont en CDI. Donc elles sont en CDI, elles sont bien, elles ont, contrairement à ce que vous pouvez penser dans les établissements, dans les entreprises adaptées, il y a un certain nombre d'activités, et c'est ça aussi une des forces de l'entreprise adaptée, c'est qu'on propose 4 ou 5 différentes activités qui permettent aux personnes de s'épanouir dans ces activités, de passer de l'une à l'autre. Et donc du coup, mais pourquoi voulez-vous qu'elles aillent dans un univers... Alors attendez, j'ai compris. Alors ça veut dire que c'est pas une de vos tâches? Alors, Répondez, c'est pas une de vos tâches? C'est une autre. Alors, notre première tâche, c'est de les rendre, de faire en sorte qu'ils soient épanouis, qu'ils retrouvent confiance en eux et qu'ils aient envie d'avoir un vrai projet personnel qui leur appartient. Ils sont salariés de droit commun, ils sont salariés comme n'importe quel autre salarié et donc ils choisissent leur destin professionnel. Ça, c'est le premier devoir qu'on leur doit. Ça, c'est ce qu'on leur doit. Est-ce qu'on doit les aider pour faire ça? Oui, c'est pour ça qu'on s'évertue à former, à qualifier. On oublie un truc très important, c'est le marché. Parce qu'on peut former, on est dans un milieu Le professionnel. marché qui n'est pas leur avantage, c'est ça que vous Mais voulez non, dire. le marché n'est pas l'avantage, il n'est pas l'avantage des entreprises adaptées. Qui veut travailler les entreprises adaptées? Avec tout ce qu'on raconte là, on pourrait imaginer que tout le monde a envie de travailler les entreprises adaptées, ce qui n'est pas le cas. Donc nous, il faut qu'on soit suffisamment ingénieux pour aller chercher le marché, pour mettre en place ces marchés chez nous, et donc donner la possibilité à ces salariés de progresser. Donc vous n'avez pas très envie, de vous séparer. Non, je n'ai pas terminé. Vous allez voir. Et nous, ici, tous, je pense qu'on a une certaine partie de nos salariés qui sont chez nos clients sur des prestations reconnues. Dans le monde industriel, nous, on fait partie du maillon du monde industriel sur des activités très industrielles. On démontre tous les jours que nos salariés sont extrêmement performants. On est là, on les encadre. Évidemment, on les encadre beaucoup, il faut le dire. Mais ils sont performants. Donc, on considère que nos salariés sont en droit et en devoir de pouvoir postuler chez n'importe quelle entreprise. Et là, il y a deux phénomènes. Eux, il faut qu'ils aient envie, c'est le premier. C'est pas le cas, Maggie Widawski. Deux, il faut que le client, il faut que l'entreprise les sollicite. Le problème, c'est que l'entreprise ne les sollicite pas. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut dire. Mais pour répondre franchement à votre question, est-ce qu'on souhaiterait qu'ils intègrent l'entreprise ordinaire? Je suis le premier à dire oui. Pourquoi? Parce que ce sont nos futurs ambassadeurs. Chaque fois qu'ils partent de chez nous et qu'ils vont démontrer ailleurs qu'ils sont performants, ça veut dire que ça crée de la performance chez nous. Merci à tous les trois. Donc, je rappelle que vous êtes les initiateurs de 3 entreprises adaptées et qu'au fond, vous jouez un rôle pivot dans l'inclusion des travailleurs handicapés dans cette société. Merci. Merci beaucoup. Merci. Handicap vers l'entreprise inclusive, deuxième partie sur le grill. Donc Florence Cantier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes DRH du groupe UP, un groupe qui fait partie de l'économie sociale. Je vais seulement dire que vous êtes la fille d'un délégué CFDT, si mes souvenirs sont bons, et d'un militant CGT. C'est intéressant parce que ça veut dire que vous avez des origines syndicales, même si les parents, ça ne vous définit pas, c'est pas rien. Vous avez fait des études de droit social et on peut dire que vous avez une assez grande expérience, au fond, en matière d'économie sociale. En face de vous, Thibaut Guilly. Thibaut Guilly, vous êtes directeur général du groupe ARES. C'est un groupe qui a pour objectif de favoriser l'insertion des travailleurs handicapés, des personnes en grande exclusion, disons. Alors, pas forcément des handicapés, mais en même temps, tous ceux qui sont exclus par cette société. Et des centaines passent chez vous, c'est ça? Des centaines de travailleurs sont passés chez vous?
Ouais, enfin, cette année, ça sera à peu près 1000 personnes qui auront travaillé, qui auront été accompagnées dans les entreprises du groupe ARES. Alors bon, je vais commencer par la question des 6%, puisque l'entreprise ordinaire, vous êtes les anciens chèques déjeuner. C'est bien Vous faites ça. dire les choses clairement, up, ça ne veut rien dire à personne, mais chèque déjeuner, ça veut dire à tout le monde. Très bien. Bon, alors vous, les chèques déjeuner, Oui. vous êtes obligés, comme n'importe quelle entreprise, d'avoir 6% de travailleurs handicapés. C'est facile ? C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Ça demande un certain investissement, pas tant en termes de moyens financiers que de moyens humains. En fait, on a commencé à travailler sérieusement, on va dire, sur le sujet depuis 4-5 ans. Et on commence à avoir des résultats concrets, notamment, ça se traduit par un taux d'emploi, très concrètement, par rapport aux 6% que vous évoquiez. On commence à avoir des résultats concrets depuis 1 ou 2 ans. Vous êtes à combien ? On est à 3,82 au niveau de la France. Ah, vous êtes une bonne entreprise, vous êtes dans le domaine social Voilà. et vous êtes à 3,82 Tout à et il fait. faut arriver à 6. Voilà, Ah bah dis donc. c'est l'objectif. D'accord. Et donc, ça passe par quoi ? D'abord, ça passe par beaucoup de sensibilisation. Déjà, un développement de l'expertise en interne. Trouver des personnes en situation de handicap qui peuvent travailler avec nous, c'est pas si simple que ça. Ça a été évoqué lors de la première partie. Il y a un sujet de formation, d'accès à la formation initiale. Et ensuite, il faut se créer un réseau pour accéder aux CV et aux personnes. Donc, on a beaucoup travaillé sur la sensibilisation des collaborateurs, la sensibilisation des managers. En fait, le premier travail à faire, c'est de lutter contre les représentations qu'on a tous sur le handicap. Et alors, donc, leur consacrer du temps en même temps ? Oui, c'est consacrer du temps, mais c'est d'abord travailler sur l'interne, c'est-à-dire démontrer qu'on peut très bien intégrer des personnes en situation de handicap et qu'il y a différents types de handicap. Certains sont plus ou moins lourds à gérer pour les entreprises. Certains handicaps ne supposent pas d'aménagement de poste particulier, peut-être un aménagement de travail, une discussion avec le manager, mais c'est tout, ça va pas tellement plus loin. Thibaut Gullier, est-ce qu'avec votre entreprise, vous pouvez aider Madame Cantier, qui est ici, à passer de 3,82 à 6 ? ARES n'est qu'un exemple, mais je pense que vous avez en première partie d'ailleurs bien débattu sur cette logique des entreprises adaptées. Je pense qu'en fait, ce sujet de l'insertion, de l'inclusion, de l'accès de tous, et donc aussi des personnes en situation de handicap au travail, c'est pas seulement l'entreprise qui va pouvoir résoudre cette question-là, c'est pas non plus seulement les associations ou le service public de l'emploi, mais il y a un moment donné où il faut qu'on se mette ensemble. Je pense que c'est d'ailleurs l'esprit un petit peu du plan CAP vers les entreprises inclusives que nous avons tous signé ou contribué en juillet dernier. Alors, oui, aider les entreprises, parce que depuis... bon, si on fait quand même juste rapidement comme le panorama, et puis qu'on regarde quand même déjà au moins le verre à moitié plein, depuis la loi de 1987, qui a fait l'obligation d'emploi, et puis surtout de 2005 sur les 6%, le taux d'emploi progresse, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à recruter, à avoir des actions là-dessus. Je crois que c'est 76% quand on était qu'à 60% des entreprises qui avaient embauché une personne en situation de handicap il y a 10 ans. Donc, il y a quand même une volonté et une dynamique positive instituée, notamment grâce à cette loi de 2005. Cela dit, il faut des conditions objectives. D'abord, il faut du temps pour s'occuper d'eux. Deuxièmement, il faut des moyens techniques, parce que le handicap suppose quand même des moyens techniques d'accompagnement. Il faut faire attention à la personne. Il y a des problèmes de collaboration du management, parce qu'il faut que le management soit bien concerné par l'insertion des travailleurs handicapés. Et puis, il faut que le traitement spécifique, si traitement spécifique il y a, puisse se dérouler de façon correcte. Tout ça, c'est réalisé chez vous ? Oui, c'est réalisé et on se rend compte que c'est bénéfique pour les travailleurs handicapés, mais aussi pour l'ensemble du collectif de travail. C'est-à-dire que quand vous intégrez une personne qui présente une particularité, là on parle du handicap, vous prenez en compte toutes les particularités ou les problématiques, par exemple d'articulation vie privée, vie personnelle, vie professionnelle, que peuvent avoir l'ensemble des collaborateurs. Et donc au final, ça crée quoi ? Ça crée un collectif de travail plus attentif à l'autre, plus attentif à la particularité, plus bienveillant, plus à l'écoute. Et finalement, c'est le collectif de travail qui en sort renforcé, donc pas seulement la personne en situation de handicap. Ouais, alors,
C'est vrai, ça c'est dans une vision, je pense, positive et peut-être aussi de l'entreprise qui est passée à l'acte. Mais enfin, il y a quand même d'abord encore beaucoup de représentations qui font qu'il y a quand même d'énormes freins et puis une vision du handicap comme de personnes qui seraient incapables d'eux ou etc. Alors, il y a quand même une réalité, c'est que on a parmi les personnes en situation de handicap, pour des raisons qu'on peut imaginer, on y reviendra peut-être tout à l'heure, plus de personnes avec un niveau de qualification inférieur. La deuxième chose, c'est que les personnes qui sont en situation de handicap peuvent se retrouver sur des périodes beaucoup plus longues en situation de chômage. Et ça, c'est pas le handicap qui fait que du coup, ça devient difficile de trouver un emploi, c'est le fait que quand on a moins de formation ou quand on a passé un long moment au chômage, on a perdu confiance en soi, on a perdu des réflexes et on a le sentiment de ne plus être capable. Et c'est là où en fait l'alliance, le travail dont vous avez parlé, entre les associations de handicap, les entreprises adaptées qui sont organisées pour recruter, remettre au travail et redonner confiance dans le travail, mais aussi mettre en place un vrai développement des compétences. Et quand on parle des compétences, ce n'est pas seulement des qualifications professionnelles, c'est aussi des compétences sur les savoir-être qui sont essentielles pour que l'entreprise ensuite soit en capacité d'inclure, de recruter, d'inclure durablement là-dessus. Et donc c'est ce pacte-là qu'il faut réussir, parce que si on n'y arrive pas, on va continuer de vivre dans une société où il y a quand même un scandale, c'est qu'on a 2,7 millions de personnes qui, normalement, devraient bénéficier de l'obligation d'emploi. Il n'y en a que 35% qui ont accès à un travail. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est 2 fois plus important. Et c'est là où il faut changer de braquet. C'est ce qu'ont décidé les entreprises adaptées en se disant, avec le soutien du gouvernement, le concours du gouvernement, comment on va faire x2. 35-40 000 personnes, c'est pas assez. Passons à 70 000, 80 000 personnes. Mais plus dans une logique seulement de se dire, les personnes qui nous rejoignent dans les entreprises adaptées, elles vont rester dans les entreprises adaptées. Mais non, en fait, ça va être dans une logique de passerelle pour les aider quand elles le peuvent et quand elles le souhaitent à pouvoir rejoindre les entreprises. Madame Cantier, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une question absolument décisive qui est la formation des managers ? Il faut que les managers qui ont dans leur service des travailleurs handicapés soient capables, au fond, de les encadrer de façon un peu particulière. Ouais. Je veux bien entendre que nous avons tous notre spécificité, évidemment. Mais enfin, quand même, eux, ils ont une spécificité qui demande une attention particulière du manager. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous avez pensé et quelque chose auquel vous consacrez, vous, en tant que DRH, du temps ? Oui. En fait, je peux vous donner 2 exemples. On a recruté récemment 2 personnes qui présentent un handicap psychique. Et effectivement, il y a des manifestations au travail qui peuvent être surprenantes. En tout cas, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de côtoyer ce type de handicap. Ce qu'on fait dans ces cas-là, en s'appuyant et avec l'aide des associations, c'est qu'on sensibilise l'équipe et le manager. Et en l'occurrence, on a nommé aussi une personne référente, c'est-à-dire une personne qui va avoir plus de temps à consacrer à cette personne que le manager. Voilà. Donc effectivement, c'est extrêmement important. Et le premier frein au recrutement des personnes en situation de handicap, c'est notamment les personnes qui recrutent, mais aussi le manager qui va se dire « mais moi, comment je vais gérer ? J'ai des objectifs à atteindre, j'ai des objectifs de performance. Je veux bien intégrer une personne en situation de handicap, mais il ne faut pas que ça me ralentisse ou que ça ralentisse l'équipe. » L'idée, c'est d'essayer d'accompagner le manager et de démontrer qu'en fonction de la nature du handicap, si la personne présente les compétences, il n'y aura pas de frein à la productivité ou à l'atteinte des objectifs. Comment ça se passe ? C'est vous qui formez le manager à ça ? C'est vous qui, avec la personne qui accompagne, dites à cette personne qui accompagne, voilà les objectifs ? On a une personne en charge de la mission diversité, on a des personnes en référence et on s'appuie sur les associations qui ont l'expertise et qui connaissent bien les manifestations du handicap. Et qui viennent dans l'entreprise former ? Qui viennent dans l'entreprise, oui. Former donc ces cadres, éventuellement, ces managers, etc. Concrètement, c'est une réunion, par exemple, avec l'équipe. Si la personne handicapée qui entre dans l'entreprise en est d'accord, bien sûr, c'est une réunion avec l'ensemble de l'équipe où il y a l'association, la personne handicapée et l'équipe pour poser des questions très pratiques sur comment il faut agir. Voilà, ça c'est un exemple très concret de ce qu'on fait, de ce qu'on veut faire et développer très fortement. C'est en fait chacun
et même avec un handicap, a des capacités à pouvoir travailler dans l'entreprise. Alors ensuite, en fonction des handicaps, il va falloir adapter. Peut-être aussi, il y a des handicaps physiques qui vont faire il y a plein d'activités où le port de charge, etc., ne va pas être un frein. Donc on a d'abord un sujet d'accompagner transition professionnelle et de travailler sur, dans nos entreprises adaptées, dans ces associations de handicap, on a développé un savoir-faire, des compétences sur l'accompagnement des spécificités des personnes. Et c'est là où il faut qu'on soit à côté, un petit peu en forme de coach, de binôme avec le manager, avec les collaborateurs dans l'entreprise pour faire en sorte que les choses se passent bien. Soyons honnêtes. Dans les entreprises, il y a quand même une vision un peu prométhéenne, une vision un peu volontariste. Il faut arriver à des objectifs, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cette vision prométhéenne et cet accompagnement dont vous parlez, tous les deux? Alors ici, vous allez me dire, mais non, il n'y a pas de contradiction. Enfin, j'imagine que dans la vie de chacun, c'est pas si simple. Non, mais alors, je pense que il y a... Dans l'entreprise, il ne faut pas la caricaturer. En fait, évidemment, il y a des objectifs chiffrés. D'ailleurs, une tendance de temps en temps dans certaines entreprises à la culture du chiffre de façon un petit peu exagérée. Idéologie de la performance. Mais qu'il y ait des objectifs et qu'on se fixe comme objectif de se dire comment on peut avancer sur la parité, comment on peut avancer sur l'emploi des personnes en situation de handicap, qu'on se fixe des objectifs et qu'on mesure si on les a atteints et si on ne les a pas atteints, d'essayer de comprendre pourquoi. Je pense que c'est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. Ça ne peut pas être que cette démarche-là. Il y a aussi, à un moment donné, une question de culture, une question de conviction, une question de projet d'entreprise. D'ailleurs, à l'heure de l'entreprise à mission, de se dire en quoi le fait d'être une entreprise qui, finalement, donne sa part aux spécificités de chaque personne, c'est pas que la question du handicap. Nous sommes tous des êtres spécifiques. Et donc, c'est une manière de passer d'une logique de ressources humaines aux richesses humaines. Et donc, la question du handicap, finalement, c'est presque un moyen, j'ai envie de dire, pour l'entreprise, de porter quelque chose d'un petit peu plus grand et qui va renforcer le corps social. Et l'entreprise, elle a besoin, d'abord, sa principale richesse, c'est ses équipes. Si ces équipes, elles trouvent du sens dans ce qu'elles font, et le rôle dans l'inclusion et dans la question du handicap en est un qui parle beaucoup aux gens, aux citoyens. Et le citoyen, c'est aussi celui qui travaille dans l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que ça n'est pas que de l'intérêt chiffré. Il faut à un moment donné que les entreprises s'engagent et elles y trouvent leur intérêt. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de chefs d'entreprise et d'entreprises comme la vôtre, d'ailleurs, visiblement, qui l'ont compris. Ça signifie, Madame Cantier, que concrètement, votre place dans la direction de l'entreprise, elle doit être suffisamment importante pour que les objectifs de ce genre, si vous les faites valoir dans un éventuel comité de direction, soient pris en compte et considérés comme aussi importants que la performance du service, les résultats obtenus, etc. Oui, effectivement, ça veut dire qu'il faut que la direction des ressources humaines qui est en charge des questions d'emploi ait une écoute attentive de la part de la direction générale. Chez vous, c'est le cas ? Chez moi, c'est le cas, oui. Vous n'allez pas me dire le contraire, sinon vous perdez votre place. Et voilà, mais effectivement, mais vous connaissez un peu l'histoire du groupe Up, donc chaque déjeuner... Pour vous, depuis 1964, on s'emploie à démontrer qu'effectivement, la performance sociale est source de performance économique et que l'un et l'autre ne sont pas antinomiques. Donc aujourd'hui, la question du handicap, comme la question plus globalement de la diversité, c'est un sujet extrêmement important pour nous, qui est inscrit dans le plan stratégique de l'entreprise et qu'on s'évertue à démontrer chaque jour depuis plus de 50 ans maintenant. Et donc effectivement, il ne s'agit pas de tenir un discours angélique en disant que tout est simple, c'est pas vrai, mais les obstacles sont surmontables et on agit à la hauteur de nos moyens. Un des indicateurs, à la limite, des entreprises qui ont déjà passé un cap et qui ont compris ça, c'est quand c'est plus la direction financière pour réduire la taxe AGFIP. Mais qu'est-ce que c'est la taxe AGFIP ? La taxe AGFIP, en fait, c'est par rapport à cette obligation des 6%, finalement, n'importe quelle entreprise de plus de 20 salariés a l'obligation d'avoir minimum 6% de personnes en situation de handicap. Et sinon, on paye une taxe AGFIP, c'est ça ? Voilà. Alors, on peut la réaliser soit par l'emploi, ce qu'on appelle l'emploi direct, au moins pour moitié, c'est-à-dire des personnes qui sont dans l'entreprise, c'est minimum 3%, vous êtes à 3,83, c'est très bien. Et sinon, vous pouvez aussi le faire en partenariat avec les entreprises adaptées. Vous voulez dire avoir des sous-traitants qui sont dans les entreprises adaptées ? Des sous-traitants qui vont travailler, finalement, qui vont avoir ce rôle aussi d'inclusion des personnes en situation de handicap de la société. Et si vous n'atteignez pas ces 6%, eh ben vous payez une taxe. Alors attendez, je veux savoir si elle fait ça. Vous faites ça, vous, avec les entreprises adaptées ? On a de l'emploi direct, on a de l'emploi indirect avec des entreprises adaptées, notamment... c'est comme ça que vous arrivez à 6%, vous ne payez pas ?
On a un accord handicap, en fait, qui fait qu'on ne paye plus la contribution à l'AGFIC, mais que cette contribution nous sert à faire des investissements en interne pour aménager les postes de travail, notamment. D'accord. Voilà. Donc on a de l'emploi direct, de l'emploi indirect, on travaille avec une entreprise... Quand vous dites l'emploi indirect, ça veut dire c'est l'emploi chez les sous-traitance sous-traitants. dans le secteur protégé, oui. Mais il faut comprendre que c'est une cordée, en fait. Et cette cordée, il y a besoin des entreprises adaptées, des ESAT, de ces associations pour pouvoir intégrer, inclure, faire monter en compétences, gérer aussi de temps en temps la question du deuil pour les personnes qui ont acquis un handicap et pour qui il va falloir organiser des transitions professionnelles. Et il faut aussi des entreprises qui ensuite développent leur pratique inclusive. Il y a quand même encore beaucoup de boulot, hein, puisque quand on voit qu'on est à 35% de taux d'emploi pour les personnes en situation de handicap, quand on est à plus de 70% pour les personnes valides, moi j'ai envie de dire, je ne sais plus qui était ce philosophe, ou d'ailleurs peut-être c'était un psychiatre qui avait sorti cette phrase comme quoi on juge la qualité d'une société à ses marges, la manière dont elle prend en compte les personnes les plus vulnérables. Eh ben, j'ai envie de dire que c'est le chemin qui nous reste à parcourir, et c'est tout. C'est Corinne Pelluchon qui va intervenir tout à l'heure. Ouais, elle a dit ça déjà. Elle juge de société de cette façon. Mais je voudrais que vous m'expliquiez vous-même dans quelles conditions ça peut avoir des retombées pour chaque salarié. Je veux dire par là qu'il y a un philosophe de l'école de Francfort qui s'appelle Axel Honneth qui a beaucoup parlé de la reconnaissance. À partir du moment où vous reconnaissez que les handicapés, les travailleurs handicapés de votre entreprise, eh bien, ils ont un apport spécifique. Donc vous les reconnaissez avec leur potentialité, ce qu'ils vous amènent de particulier, etc. Est-ce que vous avez l'impression que cette reconnaissance, du coup, elle peut concerner aussi d'autres travailleurs qui ne sont pas forcément handicapés? Oui. Pourquoi ? Sur le handicap, en fonction de la nature du handicap, il y a des handicaps qui sont invisibles dans l'entreprise. On a une partie de nos salariés handicapés dont on ne peut pas deviner a priori qu'ils ont un handicap. Par exemple, ça va être des maladies invalidantes type sclérose en plaques qui provoquent une grande fatigue. Voilà. Et donc pour lesquelles, si vous ne déclarez pas votre handicap, la collectivité de travail peut se dire c'est bizarre, cette personne le midi, elle mange toute seule dans son bureau, elle n'est pas très sociable, elle n'est pas très sympa. Ok. Une fois que la personne, si elle accepte de dire ben voilà pourquoi moi j'ai besoin de calme le midi, une fois qu'elle accepte de le dire, ça va être admis par la collectivité de travail. Et ça peut nous arriver à tous d'avoir des coups de moins bien dans la vie. Et si effectivement on s'isole un midi ou qu'on part plus tôt parce qu'on a des problématiques personnelles, alors ça va servir à tous. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, quand on dit une collectivité de travail plus bienveillante, si on exprime les difficultés qu'on peut rencontrer parce qu'on a un handicap, par exemple, à articuler sa vie personnelle, sa vie professionnelle, ça peut servir à d'autres personnes. Je ne sais pas, moi, une famille, une femme qui élève seule ses enfants peut avoir des difficultés à un moment à concilier les deux. Si on arrive à exprimer cette particularité pour les personnes qui ont un handicap, alors c'est valable pour d'autres. Et ça fait une collectivité d'entreprise plus tolérante et des collègues qui jugent un peu moins vite le comportement d'un collègue en se disant peut-être que s'il se comporte de cette façon, c'est qu'il a une raison. Voilà ce qu'on a pu constater. Et par ailleurs, ce qu'on voit aussi, c'est que ça nous fait tous progresser. Quand on a intégré récemment une personne en situation de handicap qui était tétraplégique, au début, c'est vous qui vous retrouvez bête, vous dites mais je ne sais pas comment je dois me comporter, moi s'il a besoin d'aller manger, d'aller aux toilettes, qu'est-ce que je dois faire ? En faisant venir l'association, qui nous a expliqué ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire, on se retrouve un peu plus intelligent et on a un peu moins peur de la différence. Et donc on se sent mieux à la fin de la journée quand on a eu la réponse à ces questions aussi bêtes. Je voudrais savoir, tout ça c'est verbalisé dans l'entreprise? Je veux dire par là, il y a des moments où on réfléchit, on discute de ça, ou bien tout ça c'est ce que vous sortez de votre pratique en disant ça se passe comme ça, et comme vous le présentez bien, beau paquet cadeau, on est formidable, etc. Mais la vérité, ça se discute? La vérité c'est que ça se discute, notamment parce que nous avons un accord handicap. Et que cet accord handicap, on l'a négocié avec les délégués syndicaux. Et qu'il y avait un certain nombre de revendications. Donc on a accordé aujourd'hui... Les délégués syndicaux, ils étaient pour ? Ah oui, ils étaient pour, ils étaient pour. En fait, on ne peut pas agir sur ce sujet-là, on ne peut pas agir sans la direction générale, sans les représentants du personnel, sans les collaborateurs, les managers. Voilà, on ne peut pas avancer sur ces sujets-là. On a eu des expériences... Donc vous avez discuté avec les délégués syndicaux. Oui. Ensuite ? Ensuite, je vais vous donner un exemple. On a accordé des droits aux salariés handicapés. Maintenant, la demande des délégués syndicaux, c'est d'accorder des droits aux salariés aidants, c'est-à-dire les personnes qui accompagnent dans leur vie personnelle les personnes qui ont une autonomie, vous allez par exemple. Oui, on a commencé à le faire. Ça y est, on a commencé à élargir certains droits, notamment... Alors, si vous élargissez certains droits, on va se bousculer pour être aidant.
Parce qu'on a plus non ? Ce serait peut-être pas mal, mais je ne sais pas si c'est les droits des accords collectifs qui incitent à aider plus une personne en situation de perte d'autonomie, par exemple. Mais voilà, oui, on en discute. Et la question, c'est où est-ce qu'on place le curseur ? Qu'est-ce que peut faire l'entreprise ? Où est-ce que l'entreprise doit s'arrêter parce qu'elle n'a pas forcément les moyens d'accorder tout ce qu'elle souhaiterait ou pourrait accorder ? Thibaut Gully, de ce que vous connaissez, est-ce que les entreprises sont concernées à ce point d'organiser les discussions sur les responsabilités de chacun, sur ce que sont les aidants, ou bien est-ce qu'il n'y a pas un très grand nombre d'entreprises qui prennent quelques travailleurs handicapés et puis débrouillez-vous avec votre chef votre manager Non, mais, est-ce que partout ça fait l'objet de discussions ? Non, très franchement, de toute façon, c'est quasiment, c'est un cadre obligatoire d'ailleurs pour les entreprises de plus de 20 salariés. Donc la loi de 2005 en ça, elle a obligé quand même les gens à se mettre autour de la table. Après, d'ailleurs, ça se fait avec plus ou moins d'entrain. C'est plus ou moins dans la culture de l'entreprise que de quoi on parle là ? On parle de l'attention aux autres. Et en fait, développer sa capacité d'attention aux autres au sein de l'entreprise à travers la question du handicap, ça permet aussi de la développer de manière générale vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs. Et c'est en ça que ça peut être vertueux. Maintenant, tout ça, c'est une question de culture, de conviction, et c'est pas forcément partagé par tous les dirigeants d'entreprise. C'est le travail qui nous reste à faire. Vous avez parlé aussi de la question de la reconnaissance. C'est très important, en fait, derrière cette question du handicap dans la société. Qu'est-ce qui finalement reste de tout ça ? Qu'est-ce qui est important ? C'est la confiance en soi. C'est comment on fait pour avancer, pour vivre, pour se développer et ensuite pour contribuer dans l'entreprise et travailler. On a besoin de cette confiance en soi. Or, on construit cette confiance en soi à travers son rapport à soi, à travers son rapport à autrui. Et donc, si la société ne s'organise pas et si l'entreprise ne s'organise pas aussi pour prendre en considération ses vulnérabilités, ou plutôt ces différences, parce que nous avons tous une part de fragilité ou de vulnérabilité en nous, eh ben, on peut pas construire une entreprise au sens de un ensemble de personnes qui se mobilisent au service d'une mission et puis d'une réalisation. Florence Cantier, est-ce qu'il vous arrive de penser que vous pourriez, au fond, aider un certain nombre d'autres entreprises à se comporter comme la vôtre ? Est-ce qu'il vous arrive de penser que vous pourriez aller faire un peu de prosélytisme chez d'autres entreprises que vous côtoyez ? Nous, on a beaucoup bénéficié de l'expérience d'autres entreprises qui avaient commencé à travailler sur le sujet avant nous. Donc oui, maintenant, on est passé dans une phase, c'est pas qu'on a développé une expertise parfaite, mais effectivement, on est passé dans une étape où on est en capacité de raconter ce qu'on fait chez nous, et notamment nos clients, puisque une partie de nos clients sont des directions des ressources humaines ou des directions générales d'entreprise. Et là, vous le faites ? Et on le fait, oui, effectivement. Ça se passe comment ? On accompagne nos commerciaux, par exemple, à expliquer ce qu'on a pu faire, nous, en interne, avec des produits qu'on commercialise, notamment le chèque domicile pour les services à la personne. Et donc, ça m'est arrivé, moi, de rencontrer un groupe de DRH ou direction générale quand les entreprises sont plus petites pour partager notre expérience sur le sujet du handicap ou sur d'autres sujets. Et vous avez l'impression que vous obtenez un certain accord un intérêt de la part de vos interlocuteurs ? En fait, vraiment, le premier obstacle, je pense que c'est la méconnaissance et le fait de se dire qu'on ne sait pas par où commencer, parce que l'accès aux personnes en situation de handicap, notamment sur le marché de l'emploi, n'est pas simple, parce qu'une partie d'elles sont peu qualifiées, une grande partie sont peu qualifiées, et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent à partir de Bac+2, voire plus. Donc effectivement, le premier point, c'est de dire on peut faire une politique de petits pas, c'est-à-dire qu'on peut commencer petit à petit. Ce qui est important, c'est de se créer un réseau, auprès des associations notamment. Je l'ai beaucoup dit, mais elles nous ont beaucoup aidés. Tout ça, c'est important. C'est juste... Qu'est-ce que c'est les associations qui vous aident ? Citez-en quelques-unes. C'est l'Association des paralysés de France, par exemple. On a des associations, je crois que ça Talendas, sur le handicap psychique. Ça va être le Cap Emploi, donc les Cap Emploi qui sont dans le bassin d'emploi où nous travaillons. Voilà, par exemple, des associations qui ont pu nous aider. Et alors là, vous dialoguez avec elles et elles vous aident, au fond, à prendre en compte la spécificité de ces mesures que vous devez prendre. Voilà. Soit on dialogue avec elles, soit on fait des actions de sensibilisation. Il y a une association qui s'appelle Audace, par exemple, qui est à Gennevilliers, là où nous sommes installés, avec lesquelles on a fait beaucoup de sensibilisation. Thibaut Gully, généralisation de l'intervention de ces associations.
parce que bon, il y en a une à Gennevilliers, mais la France, c'est pas Gennevilliers. Alors comment est-ce qu'on fait pour que ce soit dans toute la France? Est-ce qu'il y a des associations de ce type qui peuvent intervenir dans toutes les entreprises? Alors, il y a beaucoup d'associations. Le panorama est vaste. Après, d'ailleurs, sur les entreprises adaptées, pour être concret sur le sujet d'aujourd'hui, l'objectif, c'est de créer 40 000 emplois supplémentaires dans les 4 ans qui viennent. Ces emplois, ils ne vont pas tomber du ciel. Donc, vous avez des entreprises adaptées qui ont fait la démonstration, qui font la démonstration au quotidien, qu'en fait, elles savent faire travailler des personnes en situation de handicap et dans des secteurs extrêmement variés, y compris l'informatique, le digital, la logistique, e-commerce, l'économie circulaire. Donc, un certain nombre de secteurs, non seulement d'avenir, mais sur lesquels, tous les jours, on entend à la radio que ces secteurs-là pleurent de chercher des compétences. Et bien, moi, j'ai envie de leur dire, aujourd'hui, il y a le cadre, il y a le partenariat pour que les entreprises qui souhaitent s'engager, qui sont engagées mais qui veulent aller plus loin, de rejoindre les entreprises adaptées. Il y a l'Union nationale des entreprises adaptées qui, en plus de ça, a un canal assez simple pour pouvoir rentrer en contact, pour se dire, bah, tiens, comment je vais vous sous-traiter ou co-traiter ou aller à la conquête de marché ensemble, comment je vais travailler avec vous pour voir comment je vais pouvoir recruter certaines compétences pour faire réussir mon entreprise et en même temps faire réussir ce défi du handicap. Florence Cantier, vous travaillez avec des entreprises adaptées? Oui. Ça se passe comment? En fait, on sous-traite une partie de notre activité à des oui. entreprises adaptées. D'accord, Voilà. c'est dans vos sous-traitants à des entreprises? C'est dans nos sous-traitants, oui. Aujourd'hui, c'est comme ça que vous arrivez à 6%? Oui. D'accord. Oui, c'est comme ça qu'on arrive à atteindre le taux de 6%. Et c'est facile, la collaboration avec une entreprise adaptée? Ah oui. Oui, c'est facile. En fait, on a fait par exemple un appel d'offres. Donc, Oui. on a eu un certain nombre Alors, de dites-moi dans quel domaine, par exemple, pour vous? plateau téléphonique, imprimerie. Et ensuite, on travaille également avec des ESAT, notamment sur des services de traiteurs, de mise sous enveloppe. Voilà, par exemple, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le secteur protégé. Donc, vous faites une commande à des entreprises on a un cahier des adaptées. charges, voilà, on a un service client qui est important, on a un cahier des charges, on l'envoie à différentes entreprises, postulent des entreprises ordinaires, des entreprises adaptées. Et là, en l'occurrence, sur un des segments d'activité, c'est Handicall, qui est une entreprise adaptée qui a répondu. C'est très important ce qu'elle dit, c'est que c'est pas les entreprises adaptées et les personnes en situation de handicap ne font pas l'aumône du travail, ne font pas l'aumône de la prestation. C'est des entreprises qui ont démontré, qui démontrent tous les jours qu'elles sont capables de développer des services de très haut niveau. Là, vous parliez des centres d'appel, mais c'est pas plus cher. Contrairement à une idée reçue. C'est pas plus cher, on est compétitif et je dirais en plus d'être un prestataire qui va remplir les objectifs de qualité, de compétitivité et de coût, parce qu'il ne faut pas rêver. Si on a envie de faire bouger les choses, il faut qu'on ait un alignement des intérêts entre l'entreprise et le monde du handicap. Il y a ça, mais en plus de ça, il y a le partage peut-être d'une intention commune et en tout cas de savoir-faire pour faire en sorte d'intégrer un petit peu plus facilement les personnes en situation de handicap. Maintenant, faut qu'effectivement on fasse des émules pour doubler la taille dans les 4 ans qui viennent. Merci à tous les deux. Merci. Handicap vers l'entreprise inclusive, troisième partie. Nos grands témoins, pour Patrick Tudoret et moi, sont d'une part Corinne Pelluchon. Bonsoir, vous êtes philosophe à Marne-la-Vallée, professeur de philosophie. Vous êtes spécialiste de philosophie politique et morale. Et vous avez mis la vulnérabilité au cœur du contrat social, je peux dire d'une certaine façon. L'autonomie brisée, l'un de vos livres parus au PUF, l'un de vos premiers livres. Ensuite, vous avez fait Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Et puis, vous venez de publier très récemment Éthique de la considération au seuil, qui, je dois dire, est un livre qui est en pile dans notre problématique. Et c'est pour ça que vous êtes là. Alors, avec vous, une politique que nous avons déjà citée, Marianne Montchamp. Marianne Montchamp, vous fûtes secrétaire d'État chargée des personnes handicapées sous Jacques Chirac en 2004-2005. On peut dire que vous avez joué un rôle très important parce que vous avez fait comprendre à la société peut-être, une partie de la société, que le handicap était une question fondamentale. Vous avez publié avec Noël Boutier À la gauche de la droite, aux éditions des Clés de Brouwer. Ça, c'était un livre politique. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes responsable, présidente de la CNSA, c'est-à-dire la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et présidente de l'association Handicap Entreprise. Alors, on va commencer par une question absolument vitale. C'est que
c'est toute la société qui devrait bouger, on l'a compris, en matière au fond, de culture du handicap. Et comment faire pour que la société comprenne que prendre en charge le handicap, ce n'est pas une charité, mais c'est finalement quelque chose de fondamental qui concerne chacun d'entre nous. Alors comme vous, Corinne Pelluchon, vous évoquez souvent notre vulnérabilité à chacun. Vulnérabilité, ça veut dire blessure, étymologiquement parlant. Les blessures que nous avons. Les travailleurs handicapés ont des blessures, évidemment, mais nous en avons tous. Oui, alors la vulnérabilité, c'est effectivement la fragilité du corps, l'incomplétude du psychisme, le fait que nous pouvons avoir des accidents, donc des maladies, des handicaps acquis ou naître avec, mais c'est aussi la force. C'est aussi le fait d'être concerné par autrui et c'est aussi le fait que chacun a la possibilité d'exprimer quelque chose, a une créativité. C'est ça sur lequel il faut insister, parce que on ne peut pas enfermer une personne en situation de handicap, en situation de vulnérabilité dans le soin. Elle n'est pas identifiée à son handicap. Et justement, l'idée, si on veut justement que ces personnes en situation de handicap ne soient pas des personnes et ni des citoyens de second rang, l'idée est de leur faire une place dans le monde et de leur donner le droit de déranger nos schémas. Donc c'est vraiment la notion aussi d'altérité, de positivité de la différence qui doit être au cœur d'une réflexion sur la vulnérabilité. Et on voit que la question, non pas seulement de la prise en charge du handicap, mais du fait de faire de la place aux personnes en situation de handicap et de les enjoindre de trouver elles-mêmes leur place dans le monde, quitte à les aider énormément pour cela, de les accompagner, eh bien c'est une question importante pour elles-mêmes mais qui déborde très largement le type de société que nous voulons promouvoir. Alors, justement, il y a au cœur de la relation avec les personnes handicapées quelque chose qui est très important. Il y a un mot qui a été prononcé plusieurs fois dans les deux premières parties, qui est reconnaissance. Oui. Or, vous évoquez, plus qu'évoquer, vous travaillez la considération, qui me paraît plus fort et qui peut, me semble-t-il, s'adapter très très bien à la relation que l'on doit instituer avec les personnes en situation de handicap. Donc, qu'est-ce que la considération ? Alors d'abord, vous avez raison de parler de reconnaissance, parce que c'est quand même une notion fondamentale, c'est un marchepied. Voilà, qui est une notion très importante dans le droit, puisqu'il s'agit de donner des droits égaux, et même aussi, chez Axel Honneth, qui l'a popularisé, eh bien de reconnaître la place, la contribution propre de la personne dans la société, donc de la mettre en valeur. Et donc on voit le lien entre le regard des autres, le travail, et l'identité, la confiance en soi, l'estime de soi. Mais c'est un vocabulaire encore juridique, et on sait aujourd'hui qu'il y a une inflation de cette demande de reconnaissance qui conduit aussi les personnes à vivre sans arrêt dans le regard d'autrui, avec des injonctions normalisatrices. Alors que la considération, c'est un terme qui se situe au-delà du droit. Ça ne veut pas dire que ça l'exclut. La considération qui veut dire regarder avec attention quelque chose ou quelqu'un en s'attachant à sa valeur propre, en lui faisant une place. Et ça veut dire que ce n'est plus un vocabulaire qui homogénéise, qui va donner des droits. Le droit, c'est toujours l'égalité, même si c'est une égalité qui doit permettre à chacun de s'exprimer. Mais la considération, c'est un regard qui individualise la personne ou l'être qui est considéré et qui donc reprend confiance en lui ou en elle et pour aussi participer au monde, mais aussi coopérer au monde commun. C'est-à-dire la considération, c'est vraiment aussi l'horizon, c'est la vie bonne, c'est la vie avec les autres, dans des institutions justes, disait Ricoeur. Mais ce n'est pas l'idée seulement d'avoir sa reconnaissance, de savoir qu'on est quelqu'un, c'est l'idée aussi de participer à un monde qui est plus vieux que soi, qui nous accueille à notre naissance, qui nous déborde. Et donc il y a l'idée aussi d'un rapport au sens de l'existence. Et je crois, et je finirai par cela, que quand on parle des personnes en situation de vulnérabilité, qu'il s'agisse des personnes en situation de handicap ou des personnes malades, etc., on a tendance seulement à justement leur donner, les enfermer dans le soin ou d'être dans la charité, dans la commisération. Et je ne critique pas ces traits moraux, mais là, l'idée, c'est vraiment aussi de leur faire de la place et, comme je dis tout à l'heure, de leur donner le droit de nous déranger, de nous déplacer. Et ça, je crois que si le handicap peut nous être une école, c'est précisément parce que une personne en situation de handicap n'est jamais tout à fait ce qu'on attendait d'elle. Et c'est particulièrement vrai dans le polyhandicap et le handicap psychique. Marianne Monchamp, vous qui avez beaucoup fait sur le plan juridique, donc beaucoup fait dans le sens de l'égalité, est-ce que vous pensez que l'État pourrait jouer un rôle dans ce pas qu'appelle Corinne Pelluchon
vers la singularité, la prise en compte de la singularité. Ça paraît étrange, évidemment, de poser la question de l'État et de la singularité d'une personne, mais est-ce que vous croyez que l'État a quelque chose à dire sur la possibilité de préserver les singularités? Oui, l'État a quelque chose à dire, il a aussi des choses à taire. Au sens où il s'agit, là, véritablement, si nous voulons franchir une autre étape collective, et c'est ce à quoi nous attachons, c'est de permettre, au fond, aux citoyens de s'investir dans cette question-là. Parce que cette affaire de considération ou de reconnaissance ne peut pas être le fruit d'une organisation d'État. Non, bien sûr. Elle touche à l'intime. Elle touche à... Non, mais l'État peut créer les conditions. Précisément, mais elle touche à une évolution sociétale. Elle touche à la réforme de notre système de protection sociale. Mais elle ne saurait se substituer, au fond, à ce pas culturel qu'il nous faut franchir. Or, je crois que nous pouvons observer que si nous avons avancé, et d'ailleurs dans les échanges auxquels nous avons pu prendre part, je pense à la contribution du groupe UP, je pense à la contribution de Thibaut Guilip, par exemple, on voit tout de même, et moi c'est une préoccupation forte chez moi, que nous atteignons une forme de plafond de verre, si vous voulez. Les entreprises progressent, elles emploient plus, elles embauchent plus. Pour autant, le fameux taux de 6%, qui n'est quand même pas gigantesque, rapproché à la proportion de personnes en situation de handicap dans la société tout entière, qui est plus de 12% que de 6%, il semble encore très lointain. Et comment se fait-il ? Comment se fait-il sur d'autres terrains, d'ailleurs le terrain économique et le terrain de l'emploi, que la société française crée moins d'emplois que nos voisins européens, à situation de croissance comparable. On voit bien qu'il y a des blocages spécifiques auxquels nous devons évidemment nous atteler. Donc, je pense qu'il y a une véritable confrontation sociétale à ces formes de violence, parfois extrêmement, cachées, non dites, non exprimées, que nos compatriotes intériorisent au point qu'ils s'interdisent de prendre leur propre chance. Il y a dans la question de l'emploi des personnes en situation de handicap une dimension de l'inhibition parfois très grande. Et quand vous parlez de la confiance en soi, vous avez raison, c'est un point absolument central. Mais dès lors qu'effectivement, ces formes d'autocensure, d'inhibition cèdent. Nos concitoyens ne doivent pas anticiper les difficultés qu'ils auront à se trouver confrontés à la société ordinaire. Et c'est en ce sens-là que l'État, en réformant le système de protection sociale, peut leur apporter un coup de main. Et sortir de cette injonction paradoxale qui consiste à dire « allez-y les gars, allez vers l'entreprise inclusive, n'ayez pas peur ». Mais dès que vous allez être un peu différent, ne vous étonnez pas que votre salaire ne soit pas le même, que votre accès à la formation diminue et qu'au fond, vos chances ne soient pas égales. Et je dirais plus que l'État, moi je crois qu'il s'agit de convoquer la question politique. Parce qu'en face de la question sociétale, il y a une question politique. Et il s'agit d'armer la société française sur ces deux registres. Et à cette condition, je pense que nous pourrons faire sauter le plafond de verre que j'évoquais il y a un instant. Et donc ce plafond de verre, le mot a été prononcé tout à l'heure, il a été dit plusieurs fois qu'il y a un problème de représentation de la personne en situation de handicap. Et je vois que Corinne Pelluchon utilise rarement le mot individu, elle utilise le mot personne. Et ce passage justement de l'individu à la personne, au sens où Emmanuel Mounier peut-être pouvait entendre la personne, c'est une référence qui est intéressante me semble-t-il, eh bien il y a ce pas à franchir encore qui explique sans doute ce plafond de verre. Alors quels seraient les moyens de vaincre ces clichés enfin, de permettre à ce qu'ils soient vaincus au sens le plus large? Alors, je ne voudrais pas que notre échange paraisse théorique, mais vous avez bien raison de poser la question du modèle, d'une certaine manière, en adressant la question de la personne. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui détermine mes engagements politiques. Le modèle de protection sociale de demain doit devenir personnaliste, au sens où il s'agit d'adresser, de demander, au fond, à la personne de formuler des choix, ou si elle n'est pas en mesure de formuler des choix, de formuler des aspirations, de formuler des préférences. Voilà. Et la réponse, que ce soit la réponse en santé, que ce soit la réponse en protection sociale de manière plus large, doit pouvoir s'organiser à partir de ce questionnement. Il ne s'agit pas d'offrir
des services et des institutions et des machins qui prétendraient, dans une espèce de grande sagesse d'État, fabriquer le bonheur de nos compatriotes. Il s'agit, dans un rapport de question à réponse, la réponse étant personnalisée, sophistiquée, individualisée, sur mesure, de résoudre ces articulations douloureuses que vit encore, à l'heure où nous parlons, la société française, et singulièrement sur la question de l'emploi. Corinne Pelluchon, dans votre livre, L'éthique de la considération, vous insistez sur le fait qu'il s'agit de donner de la place aux autres, et qu'en fait, la considération commence par la pensée de la place qu'on donne aux autres. Est-ce qu'il ne faut pas aussi poser ce problème aux handicapés eux-mêmes, aux travailleurs handicapés? Je veux dire, parce que, bien sûr, il faut changer la culture nationale, etc. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi changer la manière dont se vivent les travailleurs handicapés, qui, compte tenu de tous les obstacles qu'elles rencontrent dans la société, au fond, ont du mal, peut-être, à prendre en compte la manière, le point où en sont les autres. Mais tout à fait. Moi, je pense que la considération, c'est aussi une philosophie de la liberté. Et quand on s'intéresse comme moi... Et à la responsabilité. Oui, exactement. Bien Quand sûr. on s'intéresse comme moi à la vulnérabilité, paradoxalement, l'autonomie n'est jamais loin. Elle n'est pas opposée à la vulnérabilité. Elle est reconfigurée, elle est pensée comme autonormativité. Chance de dégager des normes qui sont les siennes, compte tenu des obstacles qu'on rencontre, mais quand même, à l'horizon, c'est un processus de subjectivation, d'affirmation de ses choix, de ses valeurs, de ce à quoi on tient, ce qu'on appelle avec Ricoeur le l'ipséité morale, une autonomie morale, ce à quoi je tiens, ce dont je me porte garante. Et ça, je crois, ça suppose une confiance en soi, une créativité et l'audace de dire qui suis-je, quelle est ma place. Et je crois que dans la maladie, dans le handicap, c'est évidemment différent, mais il y a ces défis-là. Il ne s'agit pas seulement de se soigner, bien sûr, ou d'anticiper pour les soignants les facteurs vulnérants, il s'agit aussi d'enjoindre chacune à trouver sa place, à se connaître elle-même. Et la considération dans ce livre n'était pas tant le fait de faire de la place aux autres que de commencer par soi. Car pour faire la place aux autres, il faut d'abord non seulement connaître la sienne, mais aussi être capable de considérer justement le monde, d'avoir ce discernement et cette humilité qui fait, évidemment c'est très difficile, c'est une méthode, ce n'est pas une vertu, l'humilité, qui fait qu'on est chacun né d'une femme, il y a le trouble de plusieurs existences derrière la sienne, nous sommes fragiles et plus vieux que nos parents, hein, nous venons de loin et que nous avons à nous insérer dans un monde plus vieux que nous, qui ne nous connaît pas, que nous ne connaissons pas. Et ça, c'est vraiment, vous voyez, le lien entre la condition humaine, la corporéité et la politique. La politique, ce n'est pas seulement des aides, des cadres, des lois. Bien sûr, c'est ça, car l'humain a besoin d'être limité, sinon il a du mal à justement mettre des limites à lui-même, à sa cupidité. Mais la politique, elle est fondée sur la naissance, disait Hannah Arendt, c'est-à-dire la pluralité, l'unicité de chacun. Et ça veut dire qu'une politique juste est une politique qui permet à chacun de renouveler le monde, de tenir cette promesse que nous sommes, chacun d'entre nous, quand nous naissons, cette capacité à changer le monde, à ouvrir justement le monde, donc à être l'imprévisibilité. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le mot inclusif, il y a un problème, il y a un piège, car cela fait à croire que les gens doivent s'insérer dans un moule, prendre un costume qui finalement ne leur va pas et qui ne va pas à grand monde. Or là, l'idée, c'est d'insister sur les différences. Des différences Donc vous voulez pas qui peuvent être harmonieuses. Vous ne voulez pas du nom entreprise inclusive? Écoutez, il faut bien faire avec, hein, parce qu'en même temps, réducteur, voilà, on comprend peut-être le définir. Voilà, mieux, on comprend contre quoi il s'oppose. Ça, c'est clair. Hein. La discrimination, la stigmatisation, l'exclusion, voilà. la justice. Bien sûr. Mais l'inclusion inclusive, ça veut dire, vous voyez, tous s'insérer. Moi, si on me demande de m'insérer, je ne suis pas d'accord, hein, parce que je ne suis pas tout à fait insérable. Mais le costume ne m'ira jamais. Je préfère le faire moi-même, mais tout en connaissant les règles, en les acceptant. Je crois que... Et en plus, ça étouffe la créativité des êtres. Ce qui manque aujourd'hui, dans tous les domaines, c'est l'espérance, comme horizon. C'est-à-dire le monde commun. Comment ? Vous l'appelez Guy. Peggy, Oui, entre autres, voilà, bien Peggy, sûr. absolument, cette petite vertu qui tient la charité et la foi. Mais les vertus, votre livre est fondé justement sur un retour à certaines vertus, qu'elles soient chrétiennes ou grecques d'ailleurs. Mais l'espérance, c'est un horizon, c'est pas seulement l'espoir, c'est un horizon C'est une vertu théologale, mais c'est un horizon. Absolument. Même si les choses sont difficiles,
quelque chose peut venir qui n'est pas seulement moi, et la société dit oui à cela. Le monde commun, il y a du commun, etc. Et les êtres, quand on les prive d'espérance, eh bien, ils s'assombrissent, ils deviennent chétifs, et parfois ils deviennent méchants. Et parce que les personnes en situation de handicap aussi sont méchantes, comme nous. Hein, parce que quand on brise quelqu'un, voyez, et c'est pour ça que la reconnaissance, c'est un moment important. Mais je crois qu'au-delà de la reconnaissance, il y a le fait d'inviter chacun à prendre sa place dans un monde difficile, dangereux, où l'altérité est vraiment la chose la moins partagée, et où vraiment, justement, leur donner cette place. Et je crois que ça, c'est vraiment... Donc la politique, vous voyez, elle est toujours adossée à une réflexion sur ce que c'est que vivre comme un humain, sans forcément être paternaliste en nous disant « voici le bonheur, je vous dis comment faire ». Marianne Monchamp. Oui, je me retrouve tout à fait dans ce propos. Simplement, en entendant notre échange, je me dis qu'il y a un maillon qui relève de l'action politique et non pas simplement, je dirais, du substrat politique de l'engagement, qui est celui qu'on appelle communément l'accompagnement et qu'on pourrait appeler la médiation, voire la remédiation. C'est-à-dire que cet individu, cette personne, utilisons ce terme, cette personne, à qui on va dire, mais au juste, qu'est-ce que tu veux ? Que souhaites-tu ? Comment te détermines-tu ? Qu'est-ce qui te rend heureux ? Qu'est-ce qui est bien pour toi ? On va pouvoir avoir l'étonnement de constater qu'il va avoir bien des difficultés à le formuler. Et je pense en particulier à nos concitoyens qui sont en situation de handicap psychique, qui du fait d'une pathologie psychiatrique sont précisément dans ce que quelqu'un a nommé une pathologie de la liberté. C'est-à-dire ne sont pas dans la capacité d'exprimer de façon simple et constante cette espérance, pour reprendre votre terme, qui pourrait, que de manière générale, une personne ordinaire pourra expliciter. Et il faut donc prévoir ces espaces, ces approches, ces méthodes dans une éthique qui est celle de l'accompagnement et de la médiation et de la remédiation. Nous avons parlé ce matin des entreprises adaptées. L'entreprise adaptée, et je pense en particulier aux dispositions toutes récentes qui viennent d'être prises dans le cadre de la loi portée par Muriel Pénicaud, qui va permettre effectivement sur une période... Pour les téléspectateurs, en rappeler 2 ou 3 axes. Il s'agit tout simplement de faire que sur une période de quelques années, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap puisse progresser de 40 000. Emploi. Oui, c'est ça, on l'évoquait tout à l'heure. En permettant aux entreprises adaptées non seulement de créer des emplois, mais de créer des emplois qui vont être au fond des emplois passerelles vers l'entreprise ordinaire. Voilà une illustration, alors très, très concrète, très matérielle, de ce que c'est qu'une médiation et qu'une remédiation. Parce que ces personnes très éloignées de l'emploi, du fait de leur situation sociale pour une part, mais surtout du fait de leur handicap, ne vont pas nécessairement pouvoir formuler dès l'entrée « voilà ce que je veux être dans 10 ans ». Parce que la somme des empêchements, l'assignation à résidence, pour reprendre ce terme, utilisé un jour par le président de la République, qu'elles ont pu subir pendant tellement de temps, fait que cette libération et cette capacité de projection n'est plus au rendez-vous, en tout cas, comme elle peut l'être chez nos concitoyens ordinaires. Et donc, il faut que nous nous attachions à remédier, au fond, à ce qui est un puissant facteur de discrimination et d'inégalité des chances. Et d'invisibilité. Et de fait, en effet, et qui est un obstacle à la considération et un obstacle à la reconnaissance. Bien sûr, et comme une pollution, vous l'écrivez d'ailleurs noir sur blanc, vous évoquez le travail comme médiateur irremplaçable de l'accomplissement de soi et de l'autonomie, donc c'est encore plus vrai pour les personnes en situation de handicap. C'est vrai que le travail est un lieu de socialisation, c'est un lieu où aussi on apprend la coopération, tout un tas de vertus dialogiques, civiles qui sont nécessaires pour s'entendre avec autrui, c'est difficile, dans le travail on est obligé de négocier. Moi je voudrais revenir sur quelque chose de très important qui a été dit. Les personnes en situation de handicap en particulier ou qui souffrent de déficit cognitif ont des désirs et des valeurs, ce sont des cœurs palpitants
mais parfois n'ont pas la capacité de traduire en mots et dans les actes leurs désirs et leurs valeurs. Et c'est cette autonomie-là qu'il s'agit de soutenir. Non pas de se substituer à leurs vacances quand elles ne parlent pas, non pas de renoncer à penser leur autonomie, au moins comme point d'arrivée, mais au moins soutenir cette capacité-là que désigne aussi l'autonomie, qui est à la fois la capacité à avoir des désirs et des valeurs et la capacité à les traduire dans les actes. Et c'est vrai que l'accompagnement, on voit bien, c'est le geste consistant à aller chercher une personne là où elle est pour l'amener à et soutenir un petit peu par une parole, et ça suppose beaucoup d'écoute, pour lui permettre de trouver son chemin. Et vous vous rendez compte de la révolution culturelle qu'il faudrait mettre en place pour que l'entreprise qui fonctionne sur des critères de rentabilité, sur des critères prométhéens, comme je disais tout à l'heure, puisse, mais aussi sur ces critères prométhéens d'abord, puisse éventuellement se poser le problème de l'autonomie des gens qui travaillent pour elle. Vous voyez, Antoine, je pense que, comment dirais-je, le temps économique dans lequel nous sommes suggère cela. L'entreprise ubérisée, je ne vous parle pas des techniques de l'ubérisation, je vous parle de l'entreprise tournée client, de l'entreprise qui fabrique son service ou son produit en fonction de la demande même du client, dans sa singularité. Elle doit inventer des processus qui sont exactement symétriques de ceux que nous sommes en train de décrire autour de l'idée de l'accompagnement et de l'autonomie. Madame Montchamp, elle l'invente pour les clients. Sont-elles capables de l'inventer pour les salariés? Mais j'ai quelque chose à dire. Pour la réponse, pardonnez-moi, je termine, mais en fait, la production de la réponse au client impose de nouvelles singularités dans l'expression des compétences qui suggèrent que l'on prête attention à ces compétences qu'hier ont snobé totalement dans une vision taylorienne, normative de l'emploi, où il fallait que tout le monde ressemble à tout le monde. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Mais il y a aussi que la manière dont le travail est organisé, avec cette dérive managériale depuis quand même quelques décennies, aboutit à de telles contre-productivités et un tel désespoir, notamment dans le soin, que de toute façon, certains chefs d'entreprise qui ont du bon sens ou qui ont le courage d'avoir du bon sens, qui ne trahissent plus leur sens moral, se disent il faut de nouvelles manières faut faire confiance aux gens pour que ces personnes, faut faire confiance aux salariés pour que ces personnes travaillent bien. Quand on ne fait pas confiance à ces salariés, ils travaillent mal. Donc du coup, on est dans une organisation sociale et du travail qui c'est vraiment miroir l'une envers l'autre, ce qui est fondé sur la peur. Et ça fabrique la défiance, la flagornerie envers l'autorité, l'individualisme. On voit à quel point, à quel point le travail est l'école de dysfonctionnement au niveau de la citoyenneté. Mais donc justement, devant cet aveu d'un échec colossal, certaines personnes, et parfois plus dans le privé que dans le public, se disent il va falloir ne pas peut-être faire une entreprise libérée, vous savez, où on supprime le contrôle et tout ça, mais en tout cas relâcher toutes ces médiations qui coûtent cher, où il y a un sociologue qui parle de bullshit jobs, c'est pas gentil, mais enfin bon, de métiers de contrôle comme ça, ou avec des algorithmes, etc., où on va retrouver le sens du travail et la valeur des êtres impliqués dans le travail. Ça s'inscrit dans ce qu'on se gargarise de responsabilité sociale des entreprises. Certaines, effectivement, sont très loin, et d'autres, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître, et je crois que ça, c'est un mouvement qui, évidemment, je crois, gagnera, même si actuellement les forces vont à l'encontre de cela. On est vraiment dans la contre-productivité, en psychiatrie, dans le soin, à l'hôpital. Moi, j'ai beaucoup de soignants auxquels j'enseigne, dans une formation à Marne-la-Vallée. Eh bien, c'est vrai qu'ils souffrent beaucoup de cette organisation du travail. On est arrivé au bout. Et je crois que la question de permettre à des personnes en situation de handicap de travailler et de participer à quelque chose, et d'ailleurs de s'investir, c'est aussi en parallèle avec le fait de reprendre, de réorienter un peu la manière dont nous avons travaillé, organisé le travail depuis les années 80. Mais vous voyez, dans le cas du soin que vous pointez souvent, puisqu'il s'agit là d'un de vos terrains de recherche et d'enseignement favoris, il y a des points, moi, qui me frappent énormément. Dans le domaine de la psychiatrie, sur les approches innovantes, on voit apparaître le rôle du patient expert, mais on voit aussi apparaître le rôle du père aidant. Qu'est-ce que c'est qu'un père aidant ? Un père aidant, c'est un malade. C'est quelqu'un qui a une pathologie psychiatrique, parfois assez carabinée, et qui, du fait de la stratégie thérapeutique dont il a pu bénéficier et qu'il a pu construire aussi pour lui-même, est stabilisé. Et il passe de ce rôle
de patient qui patiente au rôle tout simplement d'un aidant, d'un auxiliaire de santé. Et on voit un nouveau rôle social apparaître, qui peut devenir d'ailleurs un métier, un emploi, et dont la fonction est précisément cette médiation. Parce que de cette expérience humaine qui a été la sienne, tout simplement d'une reconstruction, souvent par le soin, et d'une reconstruction sociale, il tire de nouvelles perspectives qui fondent en effet sa nouvelle situation sociale et sa relation à l'emploi. Et je crois que cette symétrie que nous évoquons, cette interaction, elle est possible aujourd'hui. Elle était inenvisageable il y a une dizaine d'années. On nous aurait traités de doux rêveurs et peut-être même de noms encore plus désagréables que ça. Aujourd'hui, c'est émergent. La question politique, c'est de faire que cette émergence-là se transforme en effet en un système de protection sociale approprié. Il y a quand même des forces qui résistent, parce que nous sommes dans une société d'homogénéisation, tout ce qui dépasse... voilà. Non, mais il y a des courants divers. Il faut justement faire en sorte que ce que nous savons et que nous exprimons gagne. Et ça fait partie d'une réflexion sur notre commune vulnérabilité, sur justement notre finitude, sur moi ce que j'appelle la considération, et ça des enjeux politiques majeurs. Mais je crois que tout ça c'est un ensemble, et j'espère que ces forces-là, qui sont des forces constructives, gagneront, parce que quand même dans le travail on voit des gens tellement abîmés et qui justement vont à l'encontre, trahissent leur sens moral, font du mal aux autres, précisément parce que tout ce qui, pour exprimer le meilleur de soi, il faut faire ce travail de subjectivation, et souvent le travail abîme les êtres, et surtout aujourd'hui dans une société extrêmement normalisatrice où la différence, l'altérité a quand même du mal à être entendue. Et je suis tout à fait d'accord avec Antoine quand il se fait l'avocat du diable, parce qu'aujourd'hui quand même nous pouvons avoir peur de revoir le retour du fascisme qui est alimenté par un certain type de mentalité. Il y a toujours un lien entre le travail, la politique et la psychologie, les traits moraux et l'organisation. Bon, on peut peut-être terminer juste sur une phrase très courte de Corinne Pelluchon. Nous sommes vulnérables au sens où il y a en chacun de nous la pulsation d'autre vie. Voilà, la pulsation d'autre vie en chacun de nous. Voilà, je vous invite donc à lire le livre de Corinne Pelluchon qui s'appelle « Éthique de la considération » et puis le livre qu'elle a consacré à la vulnérabilité qui s'appelait « Éléments pour une éthique de la vulnérabilité » qui était paru au CERF. Absolument. Merci. Merci. Eh bien maintenant, je vous invite à considérer les gens qui sont autour de vous, à avoir pour eux de la reconnaissance et peut-être à ce moment-là, la culture du handicap se transformera dans notre pays. À vous, merci.